De nouvelles révélations incroyables sous serment au Congrès américain viennent d'avoir lieu. Let me be clear. UAP are real. Advanced technologies not made by our government or any other government are monitoring sensitive military installations around the globe. Furthermore, the U.S. is in possession of UAP technologies, as are some of our adversaries. Has the government conducted secret UAP crash retrieval programs, yes or no? Yes. Okay, were they designed to identify and reverse engineer alien craft, yes or no? Yes. Alors non, on n'a pas eu des vidéos qui ont été diffusées d'extraterrestres qui nous font coucou en 4K. Par contre, on a eu des témoignages qui parlent notamment de cette problématique et de beaucoup d'autres sujets tout aussi intéressants sur la problématique des ovnis, qu'on nomme maintenant des PAN pour phénomènes aériens non identifiés. Et pendant toute cette vidéo, je vais donc parler de PAN, mais bon, dites-vous que PAN c'est équivalent à OVNI pour objet volant non identifié. Précaution d'usage, ça ne veut pas forcément dire vaisseau spatial, ça ne veut pas forcément dire engin volant même, ça peut être une méprise ou quoi que ce soit d'autre. Dites-vous bien que PAN, il faut le prendre avec sa définition littérale, un phénomène aérien qui n'a pas été identifié. Donc les audiences du 13 novembre à la Chambre des représentants se sont penchées sur les PAN pour notamment comprendre ce que le gouvernement américain sait réellement sur le sujet. Est-ce qu'il y a des programmes secrets qui échappent à la connaissance du Congrès, à leur supervision? Et en fait, les élus ont voulu chercher à savoir si ces phénomènes posent notamment des risques pour la sécurité nationale. Pour l'occasion, le comité spécial qui a mené ces discussions a appelé à plus de transparence afin que le Congrès et le public aient accès aux informations disponibles, parce que garder ces données secrètes, eh bien c'est notamment illégal selon les lois des États-Unis. Alors si vous êtes au taquet sur le sujet, vous n'avez peut-être pas appris grand-chose, ces audiences n'ont pas révélé de preuves sensationnelles encore une fois, mais elles jouent un rôle très important pour sensibiliser l'opinion publique et donner une légitimité au sujet. Je trouve qu'elles font quand même beaucoup avancer le sujet. On a notamment un document qui a été publié, vous allez comprendre pourquoi. Donc ce document publié, il s'agit de Immaculate Constellation, qui parle d'un programme secret. On en parle juste après. Vous avez le contexte dans lequel tout ça prend place. Bonjour, je suis Sylar. Sur cette chaîne, je vous raconte d'habitude des histoires extraordinaires qui touchent souvent à nos croyances. Je vous raconte également des grandes affaires de l'ufologie. Et exceptionnellement, cette fois, je vous fais une revue d'actualité sur l'ufologie. Là, voyez ça comme un petit vlog informatif avec un montage simple pour justement aller à l'essentiel. Et ces audiences ont commencé très fort avec Nancy Mace, la députée, qui confirme l'existence d'un programme secret révélé il y a quelques semaines. Elle le confirme en mettant à disposition un document qui prouve son existence, et d'ailleurs elle explique qu'elle a subi des pressions pour ne pas révéler ce document, et elle conclut sa prise de parole en invitant ceux qui lui mettent la pression à venir la chercher. The original document from the Pentagon about Immaculate Constellation, 12 pages about this unacknowledged special access program that your government says does not exist. Representative Luna just told me if I say Immaculate Constellation, I'll be on some list. Maybe a FISA warrant, so come at me, bro, I guess. Bon, on peut dire que ça donne le ton. Maintenant, passons au témoignage. Avant de témoigner comme ça, il faut savoir que les témoins aux États-Unis doivent suivre plusieurs étapes. Déjà, ils doivent obtenir l'autorisation de divulguer des informations classifiées et s'assurer que leurs déclarations respectent les accords de non-divulgation, les NDA. Une fois qu'ils ont l'autorisation de parler, ils doivent passer par un examen préparatoire pour confirmer la pertinence et la sécurité des informations avec un comité d'audition, donc il y a une deuxième phase de filtre. Suite à ça, ils prêtent serment, ce qui les engage légalement à dire la vérité, et si jamais ils mentent, ils peuvent être poursuivis et risquer de très lourdes peines. Ensuite, ils sont encadrés par des membres du Congrès pour éviter justement la divulgation d'informations sensibles, et certains témoignages jugés trop sensibles sont justement classifiés, ils sont classés pour un usage restreint pour protéger des données confidentielles, et ce sera très souvent le cas dans ces audiences quand on va leur demander des détails. Les témoins expliquent qu'ils ne peuvent pas en dire plus, sinon, eh bien, ils seraient dans l'illégalité. Donc ce ne sont pas juste des gens qui ont dit on a des informations et on va tout dire, hein. Ils ont vraiment, avant tout ça, suivi un processus pour raconter ce qu'ils savent. Ces étapes sont censées garantir un certain équilibre entre la transparence des informations aux États-Unis
et une forme de sécurité nationale. Mais ça veut surtout dire que le Pentagone savait ce qui allait être dit publiquement, ça implique donc que, implicitement, eh bien ils sont OK pour que ces propos soient tenus sous serment. Que ces propos soient vrais ou pas d'ailleurs, avec les questions que ça soulève ensuite dans l'un ou l'autre cas. Mais bon, on n'est pas là pour spéculer, on va rester sur les faits. On a donc eu 4 témoins sous serment, les témoignages de Luis Elizondo, Timothy Gallaudet, Mike Gold et Michael Schellenberger, et tous les témoignages montrent qu'il y a une énorme bureaucratie, une politique du secret et une désinformation qui est faite autour des pans. Les témoins sont frustrés du manque de transparence autour, selon eux ça entrave les recherches scientifiques et la collecte de données. Le premier témoin qui prend la parole, c'est Luis Elizondo. Il explique d'abord son parcours au sein du département de la Défense, ensuite il souligne l'importance justement d'être transparent sur ce sujet, il explique que certains cas de pan pourraient être originaires d'autres pays, ou même être des technologies avancées qu'on ne comprend pas encore, et des technologies avancées humaines ou non humaine. Évidemment, quand on lui demande d'en dire plus, il ne peut pas. Elizondo dénonce le secret excessif qu'il y a autour de tous ces phénomènes. Selon lui, eh bien, ce secret nuit à la sécurité nationale et également au droit des citoyens américains d'avoir accès à ces informations. Encore une fois, il explique qu'il ne peut pas trop en dire parce qu'il est contraint par un accord de non-divulgation qui a été signé dans un CIF. Alors un CIF, c'est un espace sécurisé qui est utilisé par les agences gouvernementales américaines pour traiter des informations sensibles ou classifiées. En gros, ce qui ne peut pas être dit en audience publique est dit à huis clos dans une chambre. On nous fait donc clairement comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'apprendra pas, mais qu'il y a vraiment beaucoup de choses derrière les murs, si j'ose dire. Plus étonnant, il déclare que des débris et même des corps ont été récupérés lors d'incidents, donc des pans qui se seraient écrasés, et ils sont bien en possession de certains responsables qu'il appelle les gardiens du secret. Évidemment, il n'est pas autorisé à dire qui sont ces gardiens du secret, mais il déclare qu'il y a donc des programmes de recherche et de rétro-ingénierie sur des technologies autour de pans. Ça fait évidemment naître des rumeurs sur l'étude des pans d'origine non humain, même si Luis ne peut pas en dire plus, mais il précise que le premier crash et la première récupération d'un corps datent d'avant sa naissance. Ah oui, et précision, la rétro-ingénierie, et notamment la rétro-ingénierie de potentiels engins non identifiés, c'est le fait justement de récupérer ces engins et de les analyser, de comprendre leur technologie, comment est-ce qu'ils sont conçus, comment est-ce qu'ils fonctionnent, etc. Enfin, Luis dénonce également les pressions que lui et d'autres subissent, les menaces sur leur vie, sur leur crédibilité publique. Il met vraiment en avant le fait que les lanceurs d'alerte risquent gros, en fait, et il dénonce également une désinformation opérée par un officier PSYOP. Les PSYOP, ce sont les officiers qui sont chargés d'intrigues, de conflits psychologiques, on va dire. Ça passe notamment par la désinformation, la propagande, etc. Et cet officier serait un employé du Pentagone chargé de désinformer la population et les médias sur le sujet des ovnis et semer la confusion. Ouais, premier témoignage est déjà très chargé en informations. Accrochez-vous, c'est pas fini, mais ça va être un peu moins condensé ensuite. Après, on a Tim Gallaudet, donc, qui est contre-amiral retraité et océanographe. Lui, il parle de l'incident de 2015, au cours duquel un ovni, un pan, s'est approché d'un avion de la marine américaine. C'est la fameuse vidéo Go Fast, en fait, qui a été publiée il y a quelques années. Lui, il explique que dans cet incident, il y a eu une quasi-collision, en fait, et que l'incident était très grave, que lorsque, de l'intérieur, on leur a demandé s'ils savaient quelque chose sur ce pan, eh bien, personne ne savait rien, et malgré la gravité de cet incident, les informations ont ensuite été classées, les emails qu'on leur a envoyés ont tout simplement disparu parce que ce cas a été classé secret défense. Il n'y a eu aucun suivi sur ce cas, et en fait, suite à cet incident, Gallaudet explique qu'il a eu beaucoup d'inquiétudes sur le manque de sécurité qui entoure ces incidents, puisque visiblement les hauts gradés ne savaient eux-mêmes pas ce que c'était, et il demande une plus grande transparence pour comprendre ce que sont ces phénomènes. Il a implicitement validé certains risques liés à certains pans, parce qu'il confirme que des pilotes pourraient être en danger en présence de pans. Il confirme également l'existence d'une image satellitaire qui montre un ovni. Il y a même, selon lui, un rapport qui montre cet ovni en forme de disque, et ce rapport et cette étude de cas se trouvent dans une agence, sauf qu'il a interdiction de donner la date du cas ou encore de l'agence où le rapport se trouve. Selon lui, le gouvernement ne donne
pas d'informations sur ces sujets parce que ça révélerait la faiblesse des États-Unis sur un phénomène qu'ils ne comprennent pas, et ça c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire dans un contexte géopolitique par rapport aux autres pays. Il explique aussi que par rapport aux quelques vidéos sorties et souvent démystifiées et critiquées par les sceptiques, que ce n'est absolument rien par rapport aux dizaines et dizaines de vidéos qui existent et qui sont toujours gardées secrets autour de ces différents pans. Ça fait bizarre de dire pan, je préfère OVNI, mais bon. Ensuite, on a eu Mike Gold, qui est un ancien administrateur associé de la NASA. Alors lui, il intervient vraiment en tant que scientifique, il plaide notamment pour que la NASA participe activement à l'étude des pans, et il propose que la NASA mette en place une espèce de plateforme en relation avec les pilotes civils et commerciaux pour que ces derniers puissent rapporter leurs observations de pans, et qu'ils n'aient plus peur de parler et de ne pas être pris au sérieux, ou tout simplement qu'on arrête de leur mettre la pression. Il pense vraiment que si la NASA s'impliquait, eh bien ça pourrait entraîner une étude scientifique sérieuse de ces pans et briser le secret autour. Et il en profite aussi pour dénoncer le fait qu'il y a énormément de scientifiques très intéressés par ces sujets, qui ont notamment envie de parler de ça, mais qu'à chaque fois qu'ils demandent à travailler sur ces sujets ou qu'ils les amènent, eh bien ces derniers se prennent systématiquement des coups de pression dès qu'ils évoquent ces sujets, et donc eh bien ils se taisent. Enfin, on a Michael Shellenberger, qui lui est journaliste d'investigation. Il a révélé il y a quelques semaines l'existence présumée d'un programme nommé Immaculate Constellation, un programme chargé de récupérer et analyser des preuves de pans. L'existence de ce programme a été validée par plusieurs sources différentes du gouvernement. Il confirme l'existence de centaines de photos et vidéos de pans dans la base de données de ce programme, des photos, vidéos en haute résolution, claires et nettes sur ce qu'on voit, loin des habituelles images qui se trouvent toujours assez floues ou incertaines pour qu'on ne puisse pas statuer et qui entretiennent le doute. Il parle également d'installations sous-marines, mais il ne peut pas en dire plus sans compromettre ses sources. Il soumet donc ce fameux rapport de 12 pages dont on parle juste après. Bon, là vous avez en très résumé ces témoignages, comme vous pouvez le voir, ils sont assez chargés en informations. Ces auditions font maintenant partie des archives officielles aux États-Unis. Ça veut donc dire qu'elles pourront servir dans des procès, des audiences ou des commissions d'enquête. Et ça, c'est vraiment très important. Ça montre que ces audiences sont véritablement utiles et qu'on avance. La culture du secret, dont je parlais déjà en interview avec John Greenwald Jr. de The Black Vault en janvier 2024, elle a été clairement démontrée. Elle est entretenue au sein du gouvernement américain, et même les hauts fonctionnaires et le Congrès ne sont pas toujours informés sur les différentes activités liées au pan. Et le problème, c'est que cette opacité empêche le Congrès d'exercer justement son rôle de superviser de manière adéquate autour de cette problématique, et elle compromet, selon eux, selon le Congrès, la sécurité publique. Parce que suite à cette audience, ils apprennent que des images satellites de pan sont capturées par l'armée, elles sont cachées aux législateurs, et ça entrave leur rôle de contrôle, justement. Et ce qui découle de cette culture du secret, eh bien les témoins la dénoncent très bien. On a toute la stigmatisation autour du sujet, qui dissuade les témoins d'en rapporter l'existence, et les scientifiques de mener des recherches sérieuses. Et d'ailleurs, ceux qui le font sont souvent ridiculisés, ou pire, ils se prennent des coups de pression, ils sont menacés, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel. Les témoignages ont également avancé le fait qu'il y avait une énorme présence accentuée, notamment près d'installations militaires sensibles. Là aussi, ça pose des questions donc de sécurité nationale selon les témoins. On a eu une officialisation de l'existence de la rétro-ingénierie et même des tentatives de rétro-ingénierie qui auraient blessé des ingénieurs, ce qui pose quand même des questions sur les coûts et les impacts humains de ces programmes selon les membres du Congrès. Il a été dit que les pans ne concernent pas uniquement le ciel, mais seraient également présents sous la mer. Un témoignage a été évoqué sur un pan qui aurait rejoint d'autres objets sous-marins. Sur cette politique du secret, résultat, les élus se questionnent sur combien d'argent public est alloué à ces recherches, et si justement tout ça c'est du vent, pourquoi est-ce qu'on gaspille autant d'argent public ? S'il s'agit de phénomènes réels, eh bien justement, pourquoi est-ce que ce secret dure depuis des décennies, même dans des cas parfois déclassifiés où la sécurité nationale n'est manifestement pas mise en danger, il n'y a pas de secret qui menacerait d'être révélé si on diffusait certaines informations. Tout ça fait que les élus demandent un meilleur contrôle sur ces programmes liés au pan, et ils déclarent que toute personne qui empêche ces informations d'atteindre le Congrès pourrait être accusée de crime. Après ça, il y a eu plusieurs propositions, notamment par les témoins, pour essayer d'avancer sur ce sujet. Déjà, créer un seul point de contact pour centraliser toutes les informations sur les pans, améliorer la transparence avec le public, mettre en place un comité indépendant,
qui pourrait superviser justement ces informations et accompagner une déclassification progressive, adopter des lois pour protéger les témoins et les lanceurs d'alerte afin qu'ils puissent partager des informations sensibles sur les pans sans craindre de représailles, encourager la NASA mais également d'autres organisations scientifiques pour étudier les pans de manière formelle en instaurant des systèmes de signalement et en renforçant des collaborations internationales pour analyser ces phénomènes. Alors sur le plus sensationnel, la question de extraterrestre ou pas extraterrestre, comme je l'ai dit au début, on n'a pas de réponse claire. À chaque fois que la question est posée frontalement sur ces intelligences non humaines, les réponses sont floues ou bien les témoins n'ont pas l'autorisation de répondre en dehors d'un skiff. Mais sur ce sujet, on arrive donc à la deuxième partie de cette vidéo. On va poursuivre avec le programme Immaculate Constellation révélé par ses audiences, et ceux qui en parlent se retrouveraient apparemment sur une liste selon la députée Nancy Mace, qui s'est mangé beaucoup de pression, mais qui a quand même décidé de le publier. Eh bien, coucou la CIA, parce qu'on va en parler. Immaculate Constellation, c'est un programme classifié qui aurait été mis en place par le Pentagone et supervisé par la Maison Blanche. Son but est de recueillir et analyser des données sur les pans en contournant toutes les lois justement sur la transparence. Et malgré des démentis officiels, plusieurs témoins confirment l'existence de ce programme. Vous l'avez donc compris, ce programme n'a pas de reconnaissance officielle du Pentagone, mais voici un résumé de sa dizaine de pages. Et accrochez-vous, ça part assez loin. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, mais ce rapport fait maintenant partie des archives nationales et peut être lui aussi utilisé dans des procès, des auditions publiques, etc. Il s'agit donc ce document d'une enquête interne sur les pans, les technologies d'origine inconnue et les intelligences non humaines, et attention, on est vraiment dans X-Files. Ce document met en lumière une conspiration qui durerait depuis des décennies au sein du gouvernement américain, donc Immaculate Constellation est censé recueillir des données. Le programme surveille notamment l'orbite terrestre, la haute atmosphère et les océans, et il centralise des observations d'activités et de menaces aériennes non identifiées à travers des dispositifs de renseignement militaire. Selon le rapport, les données relevées confirment donc qu'il existe des pans aux capacités avancées et non identifiées, avec des apparences très différentes. On a des sphères métalliques, des triangles, des engins en forme de soucoupe, qui possèdent à chaque fois des capacités de manœuvre et des caractéristiques qui défient absolument toute technologie humaine actuelle. En plus de leur forme, leur taille également varie puisque les tailles de certains pans sont estimées entre quelques mètres à carrément quelques dizaines de mètres. Et ces pans sont parfois même visibles uniquement par les équipements militaires et donc invisibles à l'œil nu, ce qui est quand même très bizarre. Dans les différents pans identifiés, on a donc les sphères qui seraient des objets fréquents, capables de vol stationnaire et également d'aller à des vitesses très élevées. On a les soucoupes et les disques qui sont considérés comme typiques, avec ou sans dôme, des triangles et boomerangs qui sont plus rares, ils volent souvent à faible altitude et sont proches de zones sensibles, et puis il y a également des apparences considérées comme évolutives, comme par exemple une méduse ou un cerveau flottant. Après ça, le rapport détaille leur comportement et leurs effets, les pans ont des capacités de déplacement incroyables, des trajectoires imprévisibles, et ne montrent pas de signature thermique habituelle. Des effets électromagnétiques perturbent souvent les équipements électroniques à proximité, les observateurs proches ont notamment signalé des effets biologiques, comme par exemple des sentiments de malaise, et le rapport détaille ensuite plusieurs incidents notables, je vous laisse les parcourir si vous le souhaitez, mais on a notamment les cas suivants. Alors, je n'emploie pas le conditionnel, encore une fois pour respecter la grammaire du document qui les présente comme des faits établis. On a eu des observations d'orbes métalliques en formation au-dessus de l'océan, qui agissent de manière autonome et qui se dispersent à grande vitesse. On a également eu des pans en forme de triangle qui volent au-dessus de sites sensibles, souvent observés par des capteurs infrarouges militaires, mais également un ovni sphérique qui a survolé un porte-avions nucléaire à faible altitude et qui a même causé une perception altérée du temps pour l'équipage avant de disparaître. Un autre cas où des orbes métalliques ont entouré un F-22 pendant une mission de surveillance et a perturbé son radar, et c'est allé jusqu'à le contraindre à quitter l'espace aérien, et le rapport mentionne aussi des dossiers internes qui démontrent que le ministère de la Défense a régulièrement dissimulé l'existence de ces programmes au Congrès. Enfin, selon le rapport, d'autres pays ont observé et tenté d'intercepter des pans au-dessus d'installations sensibles et souvent nucléaires, et les gouvernements étrangers ont leurs propres organisations pour étudier ces pans, et ils les perçoivent comme des menaces potentielles. Bon, ce rapport, encore une fois non officiel, va complètement dans le sens des témoins. Il remet en cause la transparence gouvernementale,
dénonce une dissimulation sur ces sujets, et il va même plus loin puisque les descriptions des pans dans le rapport montrent déjà une diversité de formes, de comportements, d'effets technologiques et biologiques qui vont bien au-delà de nos capacités techniques, technologiques actuelles. Le rapport questionne sur l'existence de phénomènes aérospatiaux et de technologies étrangères ou non humaines. Ce qui fait que la conclusion du rapport nous place à un point de bascule. Nous serions plus que jamais à l'aube d'un nouveau paradigme, à une frontière. Une frontière qui pourrait être franchie si la divulgation totale est faite sur ces sujets, et ce changement de paradigme pourrait entièrement redéfinir notre compréhension du monde. Maintenant, voilà un peu mon avis sur tout ça. Déjà, il faut être extrêmement prudent, c'est une affaire en cours, les choses peuvent rapidement évoluer, et peut-être que dans quelques mois, quelques années, peut-être même quelques semaines, on en saura beaucoup plus. Tout ça prouve en tout cas qu'il y a une politique du secret et une politique de désinformation. Politique mise en place au point de briser des carrières et réduire certains témoins au silence. Après, sur le rapport Immaculate Constellation, sur les allégations de rétro-ingénierie sur des engins potentiellement non humains, moi il va m'en falloir un peu plus quand même. Tout simplement par souci de prudence invoqué plus tôt. En tout cas, ces audiences servent, selon moi, à faire pression sur certaines administrations et certaines boîtes privées du complexe militaro-industriel qui sont clairement ciblées par les témoins et par même certains membres du Congrès. En fait, il y a vraiment un jeu politique. Après, on peut se demander toujours, oui, quelle est la crédibilité des témoins? Bon, déjà, je vous ai expliqué le processus par lequel ils doivent passer, mais surtout, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a une partie de la presse qui accuse toujours certaines figures médiatiques d'être des croyants qui poussent un narratif erroné. Je pense notamment à Luis Elizondo qui s'est pris beaucoup de critiques, qui d'ailleurs avance dans son livre sorti récemment beaucoup plus de choses incroyables que ce qu'il dit là publiquement. Donc oui, il faut avoir une prudence. Maintenant, avec ces audiences, je trouve aussi que cette critique-là, attention, elle est un peu facile et elle est aussi un peu plus discutable. Je me répète, mais ces audiences servent à mettre la pression. Ça sert à dire il y a de nombreuses sources à disposition et il y a des preuves à aller chercher et on est en train d'aller les chercher. C'est notamment pour ça qu'à plusieurs reprises, ils ont dit on peut vous en dire plus, mais dans des skiffs. Là, tout de suite, on peut pas vous les dire publiquement. Maintenant, moi, je me demande pourquoi est-ce que ces mêmes témoins sont autorisés à dénoncer ces programmes illégaux et donc à mettre en cause un petit peu la crédibilité d'une partie du gouvernement. Pourquoi est-ce qu'ils sont autorisés par ces mêmes personnes qu'ils dénoncent en fait? J'ai un peu du mal à comprendre ça, peut-être aussi que c'est mon incompréhension du système politique américain qui est complexe, mais par rapport à cette forme de contradiction, il y a notamment des gens qui accusent certains témoins d'être des agents de contrôle, et qu'en gros on nous dit que ce qu'on veut nous dire, peut-être dans un jeu politique international plus global justement. Ouais, c'est compliqué, si vous avez mal au crâne, c'est normal, donc encore une fois, moi j'appelle à la prudence, je trouve que ça évolue beaucoup, mais j'attends que les preuves matérielles sortent, j'attends les vidéos, l'imagerie satellite, j'attends la tonne de preuves du programme Immaculate Constellation. Déjà parce que sur cette chaîne, j'adore vous raconter des histoires, et que du coup, j'ai besoin de documents concrets aussi pour vous les raconter, pour pas que ce soit tout le temps « Ah, c'est de la légende urbaine et on manque de preuves ». Et j'attends aussi que d'autres pays s'avancent sur la question, qu'il y ait des débats publics sérieux qui arrivent, y compris en France, parce que, bon, évidemment, il y a beaucoup de problèmes, il y a d'autres sujets plus importants, mais pour moi, ces questions sont extrêmement importantes. Elles me tiennent à cœur, déjà parce que philosophiquement, il y aurait potentiellement pas mal de choses, selon ce qu'on apprendrait, à questionner, et ensuite, ne serait-ce que d'un point de vue défense, sécurité nationale, technologie, tout simplement, qu'est-ce qu'il se passe, quoi? Même si ce sont des prototypes humains, qu'est-ce qui se passe technologiquement et pourquoi ce secret aux États-Unis? Visiblement, il n'y a pas 100% de cas de méprise, donc qu'est-ce qu'il se passe? Comment est-ce qu'ils analysent leurs cas? Comment se passent les enquêtes? Et pourquoi ce secret qui continue de durer? Et ce, même sur des affaires où la sécurité nationale n'est plus du tout en jeu. On a des documents caviardés sur des cas qui datent de 60-70 ans. Voilà, ce sont de vrais sujets qui méritent d'être traités sérieusement dans la sphère publique et médiatique, et donc là je voulais me faire un petit peu relais de tout ça pour vous informer. Maintenant, je comprends que les gens puissent être déçus et veulent des réponses claires. Moi aussi j'en veux, mais ça évolue. Par contre, je ne suis pas d'accord pour dire que ces audiences ne servent à rien. Encore une fois, elles permettent de porter le sujet dans le débat public. Les gens, après ces audiences, notamment aux États-Unis, ils en parlent au boulot, à la pause café, dans les familles. Derrière, ça met une pression sur les institutions qui préfèrent que ces sujets soient notamment relégués aux gens bizarres d'Internet. Petit trait d'humour, évidemment, pour notamment parler de moi qui vous parle de tous ces sujets absolument lunaires, mais intéressants, la preuve en est. Actuellement, donc, la population américaine doit demander des comptes à ces institutions, savoir où va leur argent et pourquoi il est dépensé sur cette problématique.
Là, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement Trump vient d'être nommé. Ça va donc évidemment, pareil, faire changer les choses. Il va y avoir de véritables conflits politiques qui vont être menés en interne par rapport à toutes ces questions. Et nul doute que de ces conflits vont émerger d'autres documents, en plus de certaines personnes qui vont encore prendre la parole. Et à une époque où on commence à avoir des avancées de l'IA dans tous les sens, des images générées par IA qui commence à semer le trouble sur qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est faux, on peut toujours se méfier des informations déclassifiées. En attendant, face à l'ère de la désinformation dans laquelle on arrive, par souci de prudence, ces informations déclassifiées, ces vidéos potentiellement déclassifiées, vont être le Graal pour les gens comme vous et moi, qui voulons les voir de nos propres yeux, qui voulons pouvoir les analyser, comprendre le contexte, par qui ça a été pris, par quelle phase c'est passé avant d'être livré au public. Et je pense qu'on va petit à petit y arriver, en tout cas j'espère que ça va pas prendre des années parce que ça fait 70 ans que ça dure ces questions, mais ça évolue quand même, la preuve en est. J'ai souhaité être le plus clair et concis possible, mais c'est un condensé des audiences qui ont duré plusieurs heures, du rapport d'une dizaine de pages et surtout des dizaines de pages de témoignages publiés pour ces audiences. Donc évidemment je vous invite à consulter les sources que je mets à votre disposition pour en apprendre davantage, parce qu'en résumant des heures en quelques minutes, forcément c'est compliqué d'être exhaustif. J'en profite pour remercier Sentinel News et Baptiste Friscourt qui font un travail colossal et factuel sur l'actualité OVNI. Si vous cherchez un média à suivre sur ce sujet, je vous invite à vous intéresser à ce qu'ils font, indépendamment derrière des croyances des uns et des autres. Ils font aussi vraiment une revue d'actualité factuelle. Si vous découvrez cette chaîne grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, peut-être que ça vous parlera. Je fais du fortéanisme, je raconte des histoires extraordinaires assez régulièrement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à débattre dans les commentaires respectueusement. Cette vidéo informative sert aussi à ça. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous dès ce week-end, si vous me suivez en direct, pour parler notamment d'un cas d'ufologie historique. Spectateurs de passage, abonnés ou membres, il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir regardé jusqu'au bout et à vous dire à très bientôt. Au revoir.